Bonjour, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente de venir vous parler. Quand j'ai su que le thème du colloque de cette année, c'était le soi et les lieux, j'ai tout de suite pensé aux œuvres de Michel Hellman comme objet d'étude pertinent. Puis il me semble que les deux albums que sont Nunavik et Myland abordent de front les enjeux du sujet et du territoire qui l'occupe, mais avec des approches plutôt différentes. Donc, dans son premier opus, Michel Hellman propose un portrait qu'on pourrait qualifier de sociologique des habitants et des habitantes de son quartier, donc le Myland. Et dans Nunavik, ses observations se réalisent plutôt depuis une position de touriste. Il y a donc un changement de perspective et ce changement, ben, il a des conséquences manifestes sur la construction et sur la transmission des savoirs dans les deux œuvres, puisque, bon, ce n'est plus en tant que spécialiste ou ethnographe de l'intérieur que le BDiste prend parole dans le deuxième opus. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une sorte de lecture croisée des deux albums où, dans un premier temps, je vais soulever les similitudes entre les deux. Il y a des effets d'écho très forts entre les deux bandes dessinées, des échos qui sont surtout graphiques. Donc, il y a tout un travail de ce que Thierry Grunstein nomme le tressage qui s'élabore entre les deux opus de Hellman, ce qui fait en sorte que leurs différences me semblent d'autant plus significatives et signifiantes. Donc, puisqu'il y a tout un travail d'écho, ben, les différences, elles, parlent encore plus fort et je vais revenir là, sur le terme de tressage un peu plus tard. Et dans un second temps, justement, je vais me pencher sur les différences entre les deux BD. On va voir comment la posture du narrateur dans Nunavik et les stratégies narratives et graphiques employées pour traduire l'expérience touristique dans le Grand Nord diffèrent des stratégies adoptées dans Myland. Et on va se questionner à savoir, bon, qu'est-ce que ça nous dit justement de la construction et de la transmission du savoir à propos du territoire? Et cette deuxième partie-là de l'analyse va porter notamment sur ce que j'ai nommé l'effritement de l'autorité narrative de la narration, là, finalement, sur son sujet. Voilà. Donc, Nunavik de Michel Hellman, c'est une bande dessinée qui est parue en 2016 aux éditions Pawpaw. Et vous le savez peut-être déjà, mais Nunavik a été initialement conçu comme la suite de l'album Myland, paru 5 ans plus tôt en 2011, lui aussi chez Pawpaw. On peut d'emblée noter une parenté graphique entre les deux couvertures. On retrouve le même trait fin, la même attention aux détails architecturaux, la même simplification des sujets, une même utilisation des gris. Les deux couvertures présentent aussi des scènes qui sont similaires, des scènes de rue où un chemin s'éloigne vers un point de fuite plus lointain. Les images sont bordées à gauche par une montagne, en l'occurrence le Mont-Royal pour l'album Myland et une montagne plus anonyme ou du moins anonyme pour moi sur la couverture de Nunavik. Et à droite, ce sont les poteaux de téléphone qui s'avancent vers le lecteur ou la lectrice dans le même angle, qui font office d'autocitation. Donc là, on est vraiment là, dans un système d'écho qui se met en place dès la couverture. À moindre échelle, j'attire votre attention, on a un skieur de fond dans la couverture du Myland auquel répond une luge. Dans Nunavik, on a les personnes qui poussent une auto dans Myland auquel répondent les personnes sur le 4 roues dans la deuxième couverture. Et on a même l'affiche « Avez-vous vu Momo ?» donc sur le poteau du Myland auquel répond le chien dans Nunavik. Et donc là, il y a vraiment tout un travail finalement de réponse. L'examen des deux couvertures nous invite à jouer au jeu des comparaisons. Nos yeux passent d'une couverture à l'autre en cherchant ce qui diffère et ce qui se recoupe. Mais que nous disent ces ressemblances? Eh bien, elles nous disent que le lieu exploré par Hellman a changé, mais que le projet, lui, donc le processus, reste sensiblement le même. Donc, c'est ce que supposent finalement ces deux couvertures. Donc, la parenté finalement entre les deux couvertures nous dit d'emblée que c'est sous le signe de la continuité qu'il faut lire Nunavik. Même si on sait que les deux entreprises qui ont mené à la réalisation des albums sont très différentes, on pourrait dire que la couverture du deuxième album porte la trace du projet avorté, Un Myland tombe 2. Et en fait, l'œuvre porte plusieurs traces de ce projet qui n'a pas eu lieu. On en trouve un exemple dans la deuxième de couverture où on peut constater que le discours d'accompagnement de l'œuvre est placé sous le signe de la trahison des attentes du lectorat.
On peut lire ceci, hein. Michel Hellman devait terminer un livre intitulé Myland 2. Il s'est donc rendu à Kuujjuaq, Kangersuaq, Kangersuk, puis Puvirnituq, pour revenir de son voyage avec un livre intitulé Nunavik. Et donc, il y a vraiment toute cette mise en scène-là de la déception du lectorat, hein, dans le discours d'accompagnement, donc dans la deuxième de couverture. Il y a même une mise en scène de la trahison de la promesse du deuxième tome de Myland au début de Nunavik, dans un passage très méta-réflexif où le narrateur se représente en discussion avec son éditeur qui lui demande en quelque sorte des comptes. Donc on peut voir, hein, un avatar d'Éric Bossé questionner l'avatar d'Hellman, puis ta bande dessinée Myland 2, ça avance. Et cet incipit-là fait directement écho à celui de Myland. Parce que les œuvres commencent toutes deux avec un prologue où on voit le narrateur assis devant la mythique devanture du Vilensky, le restaurant, et discutant avec un interlocuteur. Et donc, c'est une scène qui se répète finalement d'une œuvre à l'autre. Ici, l'interlocuteur change. Dans les deux cas, c'est la question de la dette ou du manquement qui est au cœur de l'échange. Donc, dans Myland, le protagoniste demande à son ami s'il a consulté le blog sur lequel il publie ses dessins et ses bandes dessinées, ce à quoi son ami lui répond « Tu ne devrais pas être en train de travailler sur ta maîtrise ». Et donc, hein, il est toujours en défaut, finalement. Il ne fait jamais ce qu'il doit faire. On peut plus loin, on peut même lire un aveu d'Hellman qui dit « Ce livre regroupe des esquisses et de petites histoires que j'ai réalisées entre 2004 et 2011 lorsque j'habitais le quartier et que j'étais censée me concentrer sur autre chose, mes travaux de recherche, par exemple. » Et donc, dans les deux prologues, hein, le personnage principal semble toujours en déficit, en dette face à quelqu'un ou à un impératif de production externe. Donc, tout se passe comme s'il n'était jamais en train de faire ce qu'il est censé faire. Et donc, tant sur le plan graphique par la reprise d'une même scène et d'un même décor, que sur le plan thématique par l'investissement d'un même trope, donc celui du manquement ou de la dette. Mais il y a tout un travail de reprise et d'écho qui s'installe entre Nunavik et Myland. Et ça, ben, ça participe de ce que Thierry Grunstein nomme l'art du tressage. Donc, je vous ai fait une petite diapo récapitulative là, pour revenir là-dessus. Donc, le tressage, pour résumer grossièrement, ce serait une reprise autocitationnelle avec ou sans variation d'une case, d'une image ou d'un détail significatif. Donc, le tressage, ça peut travailler sur les relations que les images d'une bande dessinée entretiennent in presentia, par exemple au sein d'une double planche, ou in absentia, dans des planches éloignées les unes des autres, ou même, comme c'est le cas ici, hein, dans des albums différents. C'est que, en fait, comme le dit Grunstein, je le cite, c'est la citation que vous voyez au troisième point, au contraire du découpage et de la mise en page, le tressage se déploie dans deux dimensions à la fois et les fait collaborer. Celle synchronique de la coprésence des vignettes à la surface du même support et celle diachronique de la lecture, qui reconnaît dans les nouveaux termes d'une série un rappel ou un écho d'un terme antérieur auquel il renvoie. Et donc, ce que fait le tressage, hein, c'est de mettre en relation des images en dehors de la linéarité du récit en investissant un modèle qui est autre, qui est celui du réseau. Et tout cet art du tressage qu'on peut analyser entre Myland et Nunavik, ben ça rend d'autant plus cohérent le diptyque que forment les deux albums. Donc ça, c'était pour la partie un peu diptyque ressemblance. Mais malgré ces similitudes, il y a aussi des différences majeures entre les deux projets, à commencer parce que ce qui les structure, si vous vous souvenez de votre lecture de Myland ou sinon je vous l'apprends, la bande dessinée, elle est séparée en 4 parties qui suivent les saisons de l'année et qui proposent une sorte de parcours ethnographique du quartier montréalais du Myland. Et Nunavik de Michel Hellman se présente plutôt sous la forme d'un journal de bord, de voyage que le BDiste a réalisé dans le Grand Nord et qui s'articule autour des lieux visités. Et donc, on passe ici d'un axe temporel à un axe géographique. Et ce changement me semble très significatif parce que c'est bien la question du lieu qui pose problème dans Nunavik. Donc, le narrateur laisse entendre que si nous n'avons pas le deuxième tome de Myland entre nos mains, c'est parce que la modification de son quartier stoppe son élan créateur.
Donc, il y a un problème avec le lieu au départ dans Nunavik. Et la page 28 de l'album est assez éloquente à ce propos. C'est celle qui est reproduite sur la diapo. Donc, sur la planche, on peut voir le narrateur dépité devant les changements qui animent son quartier, nommément ceux qui concernent l'embourgeoisement, comme si le quartier perdait progressivement son essence. Donc, on constate que le savoir-faire du cordonnier se voit évincé par l'ouverture d'une boulangerie sans gluten, kale et réparation de vélos, amalgame sarcastique qui souligne l'absurdité de certaines associations dans ce type de boutique nouveau genre. Et là, redoublant le sarcasme, on voit à l'arrière-plan un food truck de tacos organiques. En arrière, le nouvel immeuble de condo de luxe qui est en train de se faire construire est, quant à lui, ironiquement nommé La Bohème, alors qu'on se doute qu'il habitera des ménages qui vont vivre des existences bien loin de la marginalité promise par le nom du projet immobilier. Et donc, tous ces changements empêchent l'avatar d'Ellman de créer le deuxième tome de Myland, comme s'il n'y avait plus rien à décrire et que le quartier, en modification, condamnait le BDiste à la page blanche. Donc, c'était la dernière vignette, la dernière image sur la planche. Et tout ça, ça mène à une volonté de décentrement. Donc, le narrateur souhaite, je le cite, « découvrir autre chose ». Donc, il y a vraiment une volonté de découvrir une altérité, de se décentrer de lui-même, d'où la décision de partir au Nunavik. Donc, Nunavik et Myland diffèrent non seulement par ce qui les structure, mais aussi par la nature de ce qui les introduit, c'est-à-dire la citation que le BDiste a placée en exergue. Ça peut sembler anodin, mais je trouve que ce ne l'est pas réellement. Donc, l'épigraphe, ça entre en lien avec l'œuvre de diverses manières. Ça peut servir comme d'une fonction de commentaire. Et la citation placée en exergue de Myland, elle est tirée d'un poème de John Updike intitulé « Telephone Poles ». Et ici, le poème entre esthétiquement et thématiquement en écho avec l'œuvre, plus précisément avec les fils électriques qu'on retrouve un peu partout là, dans la bande dessinée. Donc, c'est vraiment comme un écho visuel. Et en ce qui concerne Nunavik, ce n'est plus la question esthétique ou thématique que l'exergue engage, mais c'est la question du savoir, donc centrale dans l'œuvre. La citation en exergue, elle est de Pierre Burton, et donc la citation se lit comme ci, vous excuserez mon accent. Nobody rushes in the north and nobody tries to keep a set schedule. This is a land of patient men and the patience breeds a certain optimism. Donc, la citation, elle est tirée d'un livre qui s'intitule The Mysterious North, comme vous le voyez, livre paru en 56, donc assez daté, mais qui a gagné le prix du gouverneur général dans la catégorie Creative Non-Fiction. Donc, l'œuvre relate les voyages de Burton sur une période de 8 ans dans le Grand Nord et présente des personnages qu'il rencontre et les anecdotes que ces rencontres produisent. Et ce changement-là dans la nature de l'exergue, ça m'a intéressée parce que ici, la citation de Burton, elle signale l'inscription dans un héritage sociologique et un rapport au territoire qui n'est plus affectif ou esthétique, mais qui est du domaine du savoir. C'est aussi la reconnaissance d'une dette intellectuelle qui est mise en scène dans cette citation en exergue. Donc, dès lors, le narrateur de Nunavik ne se place plus dans la position du spécialiste, mais plutôt de celui qui fait des recherches et qui met de l'avant le spécialiste, qui est ici Burton. Et donc, ça mine en quelque sorte un peu son autorité sur le sujet. Il relève finalement l'information. Cet effritement-là de l'autorité narrative, elle est aussi visible dans les rapports que la bande dessinée entretient avec le territoire. Et pour vous illustrer ces rapports-là au territoire qu'entretiennent les deux œuvres, j'ai choisi de porter mon attention sur la présence de cartes. Donc, dans Myland, le quartier est un endroit qui est familier, un lieu que le narrateur occupe avant l'embourgeoisement et qu'il connaît comme le fond de sa poche. Et donc, on se promène à travers les rues du quartier et il n'y a pas de carte, à l'exception de celle que vous avez reproduite sur la diapositive, donc à la page 113. Et c'est une carte qui est utilisée à des fins humoristiques, dans le cadre d'un jeu où le lecteur et la lectrice sont invités à placer différents personnages emblématiques du quartier dans les rues. Et donc, c'est vraiment un jeu, c'est une blague, finalement, cette carte-là. Les cartes dans Nunavik ont une fonction très différente. Elles sont en étroit lien avec la question de la connaissance. Et ça me semble assez frappant, justement, que la bande dessinée Nunavik s'ouvre sur une carte du Québec
donc celle que vous avez sur la diapo, une carte où le territoire a été vidé de ses références habituelles, donc Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, Rimouski, donc les villes de taille plus moyenne, pour ne garder que 2 points centraux, la métropole et la capitale. Ici, c'est le Grand Nord qui est investi, signalant de manière oblique qu'il faut déplacer la lorgnette, que l'on doit changer le regard qu'on pose habituellement sur le lieu québécois et porter notre attention sur une portion bien souvent délaissée. Et contrairement à ce à quoi on a été habitué, le territoire du Nunavik est beaucoup plus nommé que le reste du Québec, ce qui crée une espèce de renversement du savoir. Il y a un changement d'échelle. D'ailleurs, le narrateur de Nunavik nous invite à repenser l'échelle de grandeur en affirmant que Kuujjuaq, c'est une mégalopole pour le Grand Nord. Donc, il faut revoir les échelles avec lesquelles on regarde le territoire. Puis en fait, la multiplication des cartes dans Nunavik, ça souligne aussi, selon moi, la tension qui s'installe entre le savoir théorique, incarné notamment par les cartes, et le savoir pratique et expérientiel du territoire. D'ailleurs, dès le début de l'intrigue, le narrateur nous avoue que les connaissances théoriques sur le Grand Nord ne lui sont pas d'une grande utilité. Je le cite, « Je rêve depuis que je suis tout petit d'aller dans le Grand Nord, mais malgré tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, je n'arrive pas à me faire une idée de ce qui m'attend là-bas. » Ici, on est devant le constat d'un échec de la théorie, le signe que le savoir des livres n'est pas suffisant et qu'on doit véritablement aller sur les lieux pour comprendre ce qui se passe. Et malgré cette impossibilité-là d'avoir une idée claire de ce qu'est le Grand Nord à travers le savoir théorique, il y a une multiplication des cartes, donc dans la bande dessinée. Et pour moi, je vois cette prolifération-là des cartes comme une tentative d'avoir une maîtrise sur le territoire dont la bande dessinée tente de brosser le portrait. Donc, la carte, on le sait, c'est un outil de maîtrise de l'espace, un outil de connaissance. Donc, je vous rappelle, Bertrand Westphal, dans son essai « La géocritique », dit qu'il y a 3 grands enjeux à la carte, donc un enjeu militaire, un enjeu politique et commercial et un enjeu fiscal. C'est toute la question du pouvoir qui est engagé par l'utilisation et la production de cartes, mais c'est aussi par la représentation graphique et en surplomb des lieux qu'on parvient à s'en faire une idée claire. Donc, par l'utilisation d'une carte, on a le sentiment d'une emprise sur le réel. Et donc, il y a toutes ces tensions-là qui s'installent dans la bande dessinée. Donc, la planche que vous avez à gauche sur la diapo, elle est, selon moi, exemplaire pour illustrer la tension entre théorie et pratique. Je vous la lis, je vous lis le récitatif. Au Canada, le Grand Nord fait partie intégrante de notre identité nationale. Pourtant, la grande majorité de la population habite une longue bande étroite qui longe, d'est en ouest, la frontière des États-Unis, et ces gens ignorent tout de ces immenses territoires et de la vie des peuples qui y habitent. Ici, l'ignorance générale de la population est non seulement décriée dans le récitatif, mais elle est également signalée par l'expression « terra incognita » qui recouvre l'étendue géographique du Canada et qui, par son caractère archaïque, rappelle les grandes explorations européennes, les cartes de l'époque et le savoir réduit sur la géographie du monde. Et à cette grande étendue sans référent de la terra incognita, le BDiste, il répond par une accumulation de cartes avec des noms de lieux inuits comme pour compenser l'ignorance générale. Donc, vous avez des exemples sur la diapo de ces cartes qu'on voit un peu proliférer dans la bande dessinée. En fait, ce qui est fascinant, je trouve, dans la bande dessinée, c'est qu'il semble toujours y avoir quelque chose qui fait entrave à la réelle rencontre entre le narrateur et le territoire. Il y a d'abord une multitude de références européennes qui viennent s'immiscer dans les descriptions du Nunavik et qui font écran au réel. On apprend ainsi que le Nunavik occupe une superficie égale à la France, que l'ambiance le soir dans le village de Kanjik-Sujuaq ressemble à celle des rues animées de Marrakech et que la toundra est un mélange entre les Alpes, les Highlands et la Lune. Et donc, on a toujours en ces référents-là ces comparaisons qui se font avec une altérité, comme pour comprendre le territoire. Il y a aussi beaucoup de clichés sur les populations inuites qui font en sorte que les véritables rencontres sont parfois avortées. Je pense à une scène de bar où le narrateur est persuadé qu'il va y avoir une bagarre qui va éclater et qui fait en sorte qu'il est toujours dans une attitude de méfiance finalement par rapport aux personnes qui sont dans le bar. Et enfin, le point le plus important, il me semble, c'est que
toute la question de la transmission du savoir, une transmission qui est le plus souvent opérée par des allochtones. Donc, alors que dans Myland, le fait d'habiter dans son quartier depuis plusieurs années donne au narrateur une certaine autorité sur son sujet et lui permet de formuler des constats sur le lieu, dans Nunavik, les connaissances sont souvent relayées par d'autres instances. Donc, parce que l'avatar d'Ellman est un touriste dans le Grand Nord, mais la bande dessinée présente une panoplie de personnages qui offrent un certain savoir de ce Grand Nord-là au narrateur et agissent en tant que spécialistes des lieux. Mais ce qui est le plus frappant, justement, c'est que ce savoir-là que le narrateur accumule ne semble jamais être directement transmis par les locaux. Par exemple, quand il arrive à Kuujjuaq, ce sont les expatriés qui vont lui donner un cours express sur la région. Et la même chose se produit dans la scène que vous avez là, sur la planche, sur la diapo. Donc, dans l'avion qui le mène au Nunavik, le protagoniste fait la rencontre, un peu malgré lui, d'un entrepreneur qui le questionne sur le but de sa visite dans le Grand Nord. Et quand l'avatar d'Ellman lui dit qu'il visite en tant que touriste, son interlocuteur lui répond en essayant de faire son éducation. Je cite, « Je connais bien les gens qui viennent ici, puis il n'y a pas de touristes ici. On dit qu'il y a 3 types de gens qui viennent dans le Nord, les missionaries, les moneymakers et les misfits. » Donc, quelques remarques là, sur la mise en page. On a l'utilisation d'un gaufrier, donc une mise en page qui insiste vraiment sur le statisme de la situation, très peu de variations dans le dessin. Les 2 interlocuteurs sont pognés ensemble dans un cadre très rapproché et la bulle dans l'avant-dernière case vient effacer le protagoniste, ce qui semble un choix délibéré parce que la généralisation de l'entrepreneur vient effacer la singularité de l'entreprise d'Ellman. Donc, ça vient remettre en question un peu son projet. Et là, je termine, c'est ma dernière image. Même lorsqu'il fait la rencontre d'un Inuk vivant à Kuujjuaq, la rencontre est traversée par ces enjeux de la connaissance que les allochtones veulent accumuler sur les Inuits. Donc, dans la double planche des pages 70-71, on assiste donc à une conversation entre Ellman et un homme Inuk qui s'intéresse au dessin du BDiste et qui lui raconte une blague. Je cite, « Tu sais de quoi est composée une famille typique Inuit, un homme, une femme, 2 enfants et un anthropologue. » Ah ah ah. Même si c'est par l'entremise d'une boutade, on sent bien ici la gravité des propos de l'homme qui poursuit en disant « Vous aimez nous étudier, pourtant on n'est pas assez différents de vous, on regarde le hockey, on fait des barbecues et on boit des bières. » Ici aussi, la mise en page adoptée, c'est celle du gaufrier. Comme dans l'exemple précédent, très peu de variations entre les vignettes, ce qui donne l'impression d'un temps qui s'allonge. L'accent est mis sur le dialogue, sur les expressions faciales des personnages, c'est-à-dire sur le malaise du narrateur qui voit son projet remis en question par les propos de l'homme. Et là, c'est d'autant plus grave que c'est par quelqu'un qui habite véritablement le Grand Nord. Et donc, pour conclure très, très rapidement, il me semble que Ellman nous montre en quelque sorte dans une authenticité un projet qui échoue. La rencontre n'a jamais véritablement eu lieu. Donc, le narrateur est la plupart du temps mécontent des péripéties qu'il vit dans le Grand Nord. Il se réjouit de boire du vin français au Nunavik. Et lorsque son guide lui raconte une histoire où un loup lui a sauvé la vie, donc l'espèce de quintessence de l'expérience de l'altérité qu'on se projette en tant qu'allochtone, mais il est trop saoul pour apprécier le récit. Et donc, dans cette transparence et cette honnêteté-là, il montre quand même un projet qui ne parvient pas exactement à ses buts.